Je ne t'aime plus, Claire. Et pour être honnête, je ne pense pas t'avoir jamais vraiment aimé. C'est ainsi, entre les cercueils de fleurs et l'odeur de l'encens qui flottait encore dans l'air, que mon mari a décidé de mettre fin à notre mariage. Aux funérailles de sa propre mère, la même femme dont j'avais pris soin de mes propres mains pendant une décennie entière. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 58 ans et voici comment j'ai découvert que mon mariage était un mensonge, mais que ma dignité ne serait pas enterrée aux côtés de ma belle-mère dans un cimetière de la banlieue lyonnaise. Les paroles de Philippe résonnaient encore à mes oreilles alors que nous quittions le cimetière de l'Oyasse par cette grise après-midi d'automne. Le vent froid m'a mordu le visage, mais il n'était pas aussi froid que le regard que mon mari m'a lancé lorsque nous sommes montés dans notre Peugeot bleu marine. La même voiture que j'ai utilisée pendant des années pour emmener Madeleine, sa mère, à d'innombrables rendez-vous chez le médecin. Pouvons-nous au moins attendre de rentrer à la maison pour en discuter ? Ai-je demandé, ma voix tremblante alors que je regardais les arbres passer par la fenêtre de la voiture. Lyon ne m'a jamais paru aussi sombre. Il n'y a rien à discuter, répondit-il, les yeux fixés sur la route. Maintenant que ma mère est partie, nous n'avons plus besoin de continuer cette mascarade. À ce moment-là, 10 années de souvenirs ont envahi mon esprit comme un film en accéléré. 10 ans de changement de couche, de nuit blanche, de médicaments sur ordonnance au bon moment. 10 ans à abandonner mon métier de professeur de littérature française pour me consacrer entièrement à une femme qui, même avant la maladie d'Alzheimer, n'avait jamais tenu à cacher qu'elle ne pensait pas que j'étais assez pour son précieux fils. Le petit appartement du 3e étage de la rue des Capucins, notre maison pendant 3 décennies, ressemblait désormais à un mausolée de souvenirs vides. Lorsque nous sommes entrés, Philippe s'est rendu directement dans la chambre, d'où il est ressorti quelques minutes plus tard avec une valise déjà préparée. J'avais tout prévu, bien sûr. Combien de temps ? Ai-je demandé, assis sur le canapé vert olive que nous avions acheté ensemble pour notre 10e anniversaire de mariage. Combien de temps quoi ? Combien de temps as-tu prévu ça ? Combien de temps as-tu attendu que ta mère parte pour que tu partes ? Il hésita, regardant la valise dans ses mains comme si elle pouvait répondre à sa place. Claire, tu dois comprendre. Je suis resté pour elle, pas pour toi. Après que sa maladie d'Alzheimer est avancée, comment pourrais-je l'abandonner ? Et toi, tu étais si douée pour prendre soin d'elle, mieux que n'importe quelle infirmière que nous pourrions embaucher. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je n'ai pas été épouse pendant 10 ans, j'étais infirmière. Je n'étais pas aimée, j'ai été utile. Où vas-tu ? Ai-je demandé, ma voix étrangement calme malgré la tempête qui montait en moi. Arrêtez-vous chez Sylvie. Sylvie. Le collègue de la banque. Celui qui appelait toujours tard le soir pour des urgences professionnelles. Celui qui envoyait des messages le week-end lorsqu'il disait qu'il jouait au tennis avec ses amis. Combien de temps avec elle ? 7 ans. 7 ans. J'ai passé la moitié du temps à nettoyer les crises d'incontinence de ta mère. J'ai consacré la moitié du temps à l'apprentissage de la démence et des traitements expérimentaux. La moitié du temps, je consacrais Philippe les nuits où Madeleine ne reconnaissait pas son propre fils. Il s'est dirigé vers la porte, s'est tenu la main sur la poignée de porte et a dit sans se retourner, « Vous pouvez garder l'appartement jusqu'à ce que nous le vendions. Mon avocat vous contactera demain pour discuter des conditions. » La porte s'est fermée, et avec elle, 30 ans de ma vie. J'ai passé la nuit éveillée, errant dans l'appartement silencieux, mes doigts parcourant des photographies encadrées d'une vie que je savais maintenant être fausse. Le lendemain matin, les yeux gonflés et une détermination née de l'indignation, j'ai pris une décision qui allait tout changer. À mon bureau, où je corrigeais les tests d'étudiants adolescents rêveurs, j'ai commencé à faire des calculs. J'ai calculé chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année. J'ai calculé le coût d'une infirmière libérale 24H24 à Lyon. J'ai calculé les médicaments, les couches gériatriques, les rendez-vous spéciaux. J'ai calculé le coût de l'abandon de ma carrière au plus fort de mes 48 ans. J'ai calculé le prix de ma dignité.
La facture que j'aurais préparée au cours des prochaines heures serait ma lettre de décharge. Et quand l'avocat de Philippe, Maître Laurent, m'a appelé dans l'après-midi, j'étais prêt. Madame Dubois, j'aimerais fixer un rendez-vous pour discuter des modalités de séparation. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Laurent. Dites à mon mari que j'enverrai mes propres conditions plus tard dans la journée. Et je lui propose de s'asseoir quand il les recevra. J'ai grandi à Annecy, une petite ville du sud-est de la France, où les eaux cristallines du lac reflètent les Alpes comme un miroir parfait. Fille de professeur d'université, j'ai grandi entre les livres et les rêves de découvrir de nouvelles histoires à travers le monde. Je n'aurais jamais imaginé que l'histoire la plus douloureuse que je vivrais serait la mienne. J'ai rencontré Philippe en 1988, lors de ma première année de professeur de lettres au lycée Édouard Herriot de Lyon. Il s'est présenté à la réunion des parents avec sa nièce, remplaçant sa sœur malade. Grand, aux yeux bleus perçants et au charme presque aristocratique, Philippe travaillait au Crédit Lyonnais et venait de divorcer, sans enfant. La littérature française est-elle toujours aussi fascinante que votre explication de Flaubert ? A-t-il demandé après la réunion, alors que j'organisais mes notes. Notre romance a été rapide et intense. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, lors d'une petite cérémonie dans les jardins au bord de la Saône. Madeleine, sa mère, portait une robe grise et un sourire forcé. Il aurait pu choisir quelqu'un avec plus de présence, l'entendis-je commenter à une tante lors de la réception. Pendant 20 ans, nous avons réussi à maintenir Madeleine à distance. Elle vivait dans son propre appartement, nous rendait visite le dimanche pour le traditionnel déjeuner familial et critiquait tout en silence, de la façon dont je décorais notre maison jusqu'à ma décision de continuer à travailler plutôt que de donner des petits-enfants à Philippe. C'est en 2009, alors que Philippe et moi fêtions notre 20e anniversaire dans un café de la place Bellecour, que nous avons reçu un appel. Madeleine avait été retrouvée errant dans les rues, confuse, incapable d'expliquer où elle habitait. 3 mois plus tard, le diagnostic tombe, Alzheimer à un stade précoce. Nous ne pouvons pas la mettre dans une maison de retraite, a déclaré Philippe lorsque le médecin nous a proposé d'envisager des options de soins spécialisés. Elle mourait de tristesse. Nous pouvons embaucher quelqu'un pour s'occuper d'elle à la maison, ai-je suggéré. Tu sais comment elle est. Elle n'acceptera pas que des étrangers envahissent son espace. Je savais déjà où cette conversation nous mènerait. Je l'ai vu dans ses yeux, dans la façon dont ses mains serraient les miennes avec désespoir. Pourriez-vous nous aider ? Au moins au début, jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente. La solution permanente n'est jamais venue. Au lieu de cela, je suis devenue la solution. Les premiers mois, j'allais à son appartement tous les matins avant les cours et je revenais en fin d'après-midi. Philippe est passé pendant le déjeuner pour prendre des nouvelles d'elle. Quand elle a commencé à oublier de manger, de prendre une douche et à confondre jour et nuit, je me suis excusé de l'école. Juste pour un semestre, a-t-il déclaré au directeur. Un semestre est devenu une année. Une année est devenue 2, puis 5, puis 10. Madeleine est venue vivre chez nous lorsque les tombées de la nuit devenaient fréquentes. Nous avons transformé notre bureau en chambre pour elle, avec toutes les adaptations nécessaires. Nous avons installé des barres d'appui dans la salle de bain, acheté un lit d'hôpital, embauché un assistant pour venir 3 heures par jour les seules heures où je pouvais quitter la maison pour faire des courses, aller chez le médecin ou simplement respirer. En 3e année, lorsqu'il commença à ne plus reconnaître son propre fils, Philippe commença à arriver de plus en plus tard du travail. La banque est en difficulté, a-t-il déclaré. Nous devons faire des heures supplémentaires. Et j'ai cru. J'y ai cru parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. J'ai cru parce que je croyais encore en nos vœux, en notre histoire. C'est aussi cette 3e année que j'ai réalisé que mon retour en classe n'aurait jamais lieu. Le directeur a appelé pour me proposer mon ancien poste. Peut-être le semestre prochain, répondis-je, regardant Madeleine essayer de se nourrir en serrant la main. Les choses sont encore compliquées ici. Philippe m'a serré dans ses bras ce soir-là, m'a remercié pour mon sacrifice, m'a promis qu'il se rattraperait quand sa mère serait partie. Voyageons, Claire.
Paris, Venise, tous ces endroits que tu as toujours voulu voir. La Venise que j'ai connue, c'était à travers les pages des livres que je lisais à Madeleine, même lorsqu'elle ne comprenait plus les mots. Le Paris que j'ai visité, c'était à travers les vieux films que nous regardions ensemble lors des après-midi muets, pendant que Philippe était avec Sylvie, même si je ne le savais pas encore. La responsabilité de Madeleine a peu à peu consumé mon identité. D'enseignant primé à soignant à temps plein. De femme à infirmière. La maladie d'Alzheimer n'a pas seulement volé ses souvenirs, volé mon avenir. Et pourtant, entre les couches et les bains de lit, entre les nuits blanches et les journées interminables, j'ai développé une véritable affection pour cette femme qui ne m'a jamais accepté. J'ai appris à déchiffrer leurs expressions lorsque les mots manquaient, à comprendre leurs humeurs, à anticiper leurs besoins. Vous avez des mains d'ange, m'a-t-il dit un jour, dans un rare moment de lucidité, alors que j'appliquais de la crème sur ses jambes gonflées. C'était le seul compliment que j'avais reçu d'elle depuis 30 ans. Lorsque Madeleine est décédée, après une pneumonie qui a duré 3 semaines, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement à la fin de ses souffrances, tristesse face au vide qui resterait. Depuis une décennie, ma routine était entièrement organisée autour d'elle. Maintenant, nous pouvons recommencer, ai-je pensé en choisissant la tenue qu'elle porterait dans son cercueil. Une robe bleu marine, sa couleur préférée. Maintenant, Philippe et moi pouvons nous redécouvrir. Je n'aurais jamais imaginé que le nouveau départ qu'il prévoyait ne m'inclurait pas. Le corps de Madeleine était encore chaud lorsque j'ai signé l'acte de décès à l'hôpital. Philippe me tenait la main, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « C'est fini », murmurai-je en le serrant dans mes bras. « Tu étais un bon fils. »« Et toi, Claire ?» répondit-il d'une voix que je reconnais maintenant comme coupable, « tu étais incroyable. » 3 jours plus tard, lors des funérailles, il mettrait fin non seulement à notre mariage, mais aussi à tout le récit que j'avais construit sur ma propre vie. Avez-vous déjà eu l'impression de tout donner et de ne rien recevoir en retour? Que votre dévouement est passé inaperçu? Je pensais aussi que mon histoire était terminée à 58 ans, mais ce qui s'est passé ensuite a complètement changé ma vie. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai transformé ma plus grande douleur en ma plus belle force. Et si ce voyage vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Il y a tellement d'autres femmes comme moi, comme vous, dont les histoires doivent être entendues. Ensemble, nous pouvons réécrire nos fins. Croyez-moi, ce qui va se passer dans cette histoire vous surprendra autant qu'il a surpris mon ex-mari lorsqu'il a ouvert cette enveloppe. La facture que j'ai adressée à Philippe s'élève à 1 795 680 €. J'ai détaillé chaque élément minutieusement, 87 600 heures de soins professionnels, 24 heures sur 24, 365 jours par an, pendant 10 ans, à 18 € de l'heure, le tarif moyen d'une infirmière libérale à Lyon. J'ai ajouté la valeur marchande des services médicaux spécialisés que j'ai appris à réaliser, injections, bandages, physiothérapie de base. J'ai calculé la dévalorisation de ma carrière, le coût des opportunités perdues, des promotions qui n'ont jamais eu lieu. J'ai même inclus une estimation de la détresse émotionnelle, basée sur les honoraires facturés par les psychologues pour les séances de traumatologie et de stress post-traumatique. C'est peut-être cette partie que son avocat a contestée avec le plus de véhémence. C'est absurde, s'est exclamé Monsieur Laurent au téléphone, après avoir reçu mon document. Aucun tribunal en France ne reconnaîtra ce type de charge entre époux. Je ne demande pas à un tribunal de le reconnaître, répondis-je calmement. Je demande à l'homme qui envisageait de m'abandonner, après avoir fait appel à mes services pendant une décennie, de reconnaître sa dette morale. Et s'il ne le fait pas, je suis prêt à rendre cette histoire publique. C'est du chantage, Madame Dubois. C'est la justice, Monsieur Laurent. Et la justice est tout ce qui me reste. J'ai raccroché et j'ai repris mes calculs. Je savais que ce montant n'avait pas de prix, c'était plus un symbole qu'une réelle exigence. Ce que je voulais, ce n'était pas de l'argent même si j'en avais besoin pour reconstruire ma vie, c'était la reconnaissance de mon sacrifice. Philippe est apparu à notre porte 3 jours plus tard, pâle et visiblement agité. « Êtes-vous fou ?
demanda-t-il en secouant les papiers dans sa main. Comment peux-tu mettre un prix sur les soins que tu as prodigués à ma mère? Tu l'as fait par amour. L'amour pour qui, Philippe? Pour toi? L'homme qui m'a trompé pendant 7 ans pendant que j'étais à la maison pour nettoyer ta mère? Ou l'amour pour elle? Une femme qui n'a jamais caché son mépris pour moi? Ma voix était calme, presque clinique. Non, je l'ai fait par devoir. Un devoir qui, à mon avis, faisait partie de notre mariage, de notre engagement l'un envers l'autre. Mais vous avez rompu cet engagement il y a longtemps. Il s'est effondré sur le canapé, le même canapé vert olive qui avait été témoin de tant de nuits où j'ai attendu qu'il revienne de ses rendez-vous secrets. Claire, sois raisonnable. Tu sais que je ne peux pas payer cette somme. Combien vaut votre appartement dans le 6e arrondissement? Celui que vous avez acheté il y a 4 ans et que vous croyez ignorer? Son visage pâlit encore plus. Comme toi? Ta mère me l'a dit. Dans un de ces moments de lucidité. Philippe a un endroit sympa au bord de la rivière, a-t-elle dit. Avec cette jolie femme sur la berge. C'est la seule fois où j'ai ressenti de la gratitude envers Madeleine, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a oublié cette conversation quelques minutes plus tard, mais je l'ai gardée comme un atout dans ma manche pendant 4 ans, en attendant le bon moment pour l'utiliser. L'appartement est au nom de l'entreprise, marmonna-t-il, vaincu. Et combien vaut votre participation dans la banque? Celle que vous avez cachée lorsque nous avons déclaré nos impôts l'année dernière? Ses yeux s'écarquillèrent. Avez-vous espionné mes affaires? Non, Philippe. J'ai simplement appris à être attentif. 10 ans passés à soigner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer m'ont appris à observer les détails, à remarquer des schémas, à me préparer à l'inévitable. Et ton abandon, après tout ce que j'ai sacrifié, était inévitable, n'est-ce pas? Il resta silencieux pendant un long moment, étudiant ses mains comme s'il pouvait trouver un moyen de sortir de la situation. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Claire? La question restait en suspens entre nous, chargée de 3 décennies d'histoire commune, de promesses non tenues, d'un avenir qui n'arriverait jamais. Je veux la justice, Philippe. Je veux le respect. Je veux que tu regardes ce numéro et que tu comprennes ce que tu m'as pris, ma carrière, mes rêves, ma dignité. Et je veux une part équitable de tout ce que nous avons construit, y compris ce que tu as caché. Et si je ne suis pas d'accord? Alors je donnerai ces documents au Progrès. Je suis sûr qu'ils adoreraient l'histoire d'un cadre de banque qui a utilisé sa femme comme infirmière gratuite pendant 10 ans tout en entretenant une relation extra-conjugale, pour ensuite l'écarter lors des funérailles de sa mère. Ce n'était pas seulement une menace, c'était ma police d'assurance contre le fait de me retrouver sans rien à 58 ans, après une décennie d'inactivité. Philippe est parti ce jour-là sans donner de réponse, mais je savais que j'avais semé l'inquiétude dans son esprit calculateur. Celui qui a toujours été fier de sa réputation irréprochable dans le milieu bancaire conservateur lyonnais ne pouvait pas se risquer à un scandale d'une telle ampleur. La semaine suivante, M. Laurent a organisé une réunion formelle dans son bureau du centre-ville. J'ai parcouru les rues pavées du vieux Lyon en sentant le poids de chaque pas. Elle était fatiguée, épuisée jusqu'aux os, non seulement à cause de la décennie de soins, mais aussi des semaines de tension qui ont suivi les funérailles. Le bureau de l'avocat était exactement comme je l'imaginais, du bois sombre, des livres de droit reliés en cuir, une horloge ancienne indiquant l'heure avec une précision impitoyable. Philippe était déjà là, assis raide dans un fauteuil en cuir, comme s'il avait vieilli d'une décennie en quelques semaines. À mes côtés, Marie Fournier, une avocate féministe rencontrée par l'intermédiaire d'une ancienne collègue enseignante, organisait ses documents avec une efficacité discrète. Madame Dubois, commença Monsieur Laurent, après de longues discussions avec mon client, nous sommes parvenus à une proposition que nous croyons équitable pour les deux parties. Le document qu'il a fait glisser sur la table ne contenait bien entendu pas le montant que j'avais stipulé. Mais il contenait quelque chose auquel je ne m'attendais pas, la reconnaissance. Monsieur Dubois reconnaît le dévouement exceptionnel et le sacrifice personnel et professionnel consenti par son épouse au cours des 10 années de soins prodigués à sa mère, Madeleine Dubois.
Cette reconnaissance se traduit par la compensation financière et matérielle suivante. La liste comprenait la pleine propriété de notre appartement de la rue des Capucins, une pension mensuelle équivalente à 70% du salaire de Philippe pendant 10 ans, une somme d'argent conséquente en guise de compensation pour le report de sa carrière professionnelle, et la moitié de la valeur de l'appartement du 6e arrondissement qu'il serait contraint de vendre. Ce n'était pas le montant que j'avais calculé, mais cela représentait une sécurité pour le reste de ma vie, plus important encore, une reconnaissance formelle de mon sacrifice. Il y a encore une condition, a déclaré Marie, mon avocate. Claire veut une lettre d'excuse personnelle. Non pas pour la montrer à qui que ce soit, non pas dans le cadre d'un accord légal, mais comme un geste humain après 30 ans de mariage. Philippe me regarda pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Ses yeux bleus, autrefois si confiants, semblaient maintenant perdus, presque comme ceux de sa mère à un stade avancé de la maladie. « J'écris », dit-il simplement. Nous avons signé les papiers dans un silence chargé d'histoire. Lorsque nous avons fini, Marie et Monsieur Laurent nous ont laissés seuls pendant quelques minutes, une dernière grâce à un mariage de 3 décennies qui s'est terminé dans un cabinet d'avocats. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malheureux ?» ai-je demandé, exprimant enfin la question qui me tourmentait depuis les funérailles. Philippe a regardé par la fenêtre, vers les toits de Lyon que nous connaissions si bien. Au début, je ne l'étais pas malheureuse, je veux dire. J'étais juste fatiguée. La maladie d'Alzheimer de maman, la pression sur le banc, tout cela ensemble, c'était trop. Sylvie a commencé comme une évasion, une distraction. Et puis, ensuite, il est devenu plus facile de vivre cette vie que d'affronter ce que j'avais fait à la nôtre. Un silence s'établit entre nous, rempli uniquement par le tic-tac de l'horloge et les bruits lointains de la ville à l'extérieur. « Je ne pensais vraiment pas que tu facturerais ces soins, dit-il finalement. Je pensais l'avoir fait par amour. Et je l'ai fait, Philippe. Mais pas seulement par amour pour elle ou pour toi. Je l'ai fait aussi par amour propre, par sens du devoir et de l'honneur que tu sembles avoir oublié. » Je me levai pour partir, sentant le poids du document signé dans ma mallette. Ce n'était pas seulement une affaire financière, c'était ma lettre de liberté, mon ticket pour une nouvelle vie que je n'aurais jamais imaginé devoir construire à 58 ans. La lettre d'excuse, a-t-il dit lorsque j'étais à la porte. Je vais le livrer personnellement. Ce ne sera pas nécessaire, répondis-je. Vous pouvez l'envoyer par courrier. 3 mois se sont écoulés depuis cette rencontre dans le bureau de Monsieur Laurent. Le printemps est arrivé à Lyon, apportant avec lui le parfum des tilleuls et le murmure du Rhône qui semble plus vibrant après le dégel des montagnes. L'appartement de la rue des Capucins, désormais officiellement le mien, a subi une transformation. Les murs, autrefois le beige neutre que préférait Philippe, affichent désormais le bleu lavande que j'ai toujours voulu. La pièce qui appartenait à Madeleine était redevenue mon bureau avec des étagères pleines de livres que j'avais accumulés au fil des années mais que je n'avais jamais eu l'espace pour exposer correctement. La lettre d'excuse de Philippe est arrivée 2 semaines après notre rencontre. Une simple enveloppe, adressée avec votre écriture précise que j'ai toujours admirée. Je ne l'ai lue qu'une seule fois, je l'ai conservée dans une boîte avec notre acte de mariage et d'autres souvenirs d'une vie qui n'était plus la mienne et je l'ai mis au fond du placard. Pas par dépit, mais parce que j'ai réalisé que ces paroles, sincères ou non, ne définiraient pas mon avenir. Marie, mon avocate, est devenue une amie inattendue. C'est elle qui m'a encouragé à rechercher le lycée où j'ai enseigné pendant tant d'années. Il serait fou de ne pas réembaucher un professeur avec votre expérience, a-t-elle déclaré lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires. À ma grande surprise, la directrice actuelle, une de mes anciennes élèves des années 90, m'a proposé non seulement un poste de professeur de littérature, mais aussi la coordination d'un nouveau programme de littérature destiné aux aînés de la communauté. Votre connaissance de la littérature française combinée à votre expérience en soins gériatriques crée une combinaison unique, Madame Dubois, a-t-elle expliqué. Ainsi, à 58 ans, je suis revenue en classe, non pas comme la femme que j'étais, mais comme la femme que je suis devenue, plus forte, plus sage,
avec des cicatrices invisibles que je porte avec dignité. Mon premier salaire depuis une décennie a été investi dans un court voyage à Venise seul. J'ai marché le long des ponts et des canaux que je ne connaissais que grâce aux livres, j'ai bu du Bellini au Harry's Bar et j'ai parlé à des inconnus dans les cafés sans me soucier de revenir en courant pour administrer des médicaments ou changer de drap. C'est à Venise, assis sur un banc de la place Saint-Marc, à observer les pigeons et les touristes, que j'ai compris pour la première fois le véritable sens de la liberté. Pas seulement la liberté physique d'aller et venir, mais aussi la liberté émotionnelle de ne pas avoir mon identité définie par mon rôle d'épouse ou de soignante. La semaine dernière, j'ai reçu un email de Philippe. L'appartement du 6e arrondissement a été vendu, et ma part des bénéfices était déjà déposée sur mon compte. À la fin du message, une question: on peut se retrouver autour d'un café? Juste pour discuter. Je n'ai pas encore répondu. Pas par colère ou par blessure, mais parce que je suis trop occupée à vivre. Mes élèves de terminale joueront le mois prochain une adaptation de Madame Bovary, et je consacre mes après-midi à répéter avec eux. Le matin, je travaille sur un manuscrit, un livre sur la littérature comme thérapie pour les soignants des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, basé sur ma propre expérience. Les soirées, autrefois remplies de tâches de soins et d'attentes silencieuses, m'appartiennent désormais pour dîner avec des amis retrouvés, regarder de vieux films français que j'ai toujours aimés, ou simplement lire dans la baignoire jusqu'à ce que l'eau refroidisse, sans me soucier de la sonnerie du téléphone ou de quelqu'un qui a besoin de moi. Hier, j'ai rencontré Sylvie par hasard dans un café de la place des Terreaux. Elle avait l'air mal à l'aise, presque coupable, lorsqu'elle me vit. J'ai été surpris de réaliser que je n'étais pas en colère contre elle. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange gratitude. Sans votre présence dans la vie de Philippe, je n'aurais peut-être jamais découvert ma propre force, je n'aurais jamais été obligé de réinventer ma vie quand je pensais qu'il était trop tard. Claire, dit-elle avec hésitation en s'approchant de ma table. Je ne m'attendais pas à te voir. Lyon est une petite ville, Sylvie, répondis-je en désignant la chaise vide devant moi. Veuillez vous asseoir si vous le souhaitez. Elle hésita, visiblement surprise par mon invitation, mais finit par s'asseoir. Tu as l'air bien, commenta-t-il, étudiant mon visage comme s'il cherchait des signes d'amertume ou de ressentiment. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Philippe a dit que tu reprenais l'enseignement. Oui. Et j'écris un livre. À propos de recommencer à 58 ans. De trouver de la valeur dans des expériences qui ne semblent douloureuses qu'à première vue. Elle hocha la tête, détournant le regard de sa tasse de café. Il ne va pas bien, tu sais. Philippe. Tu lui manques. J'ai souri, non pas avec méchanceté, mais avec la sérénité de quelqu'un qui a enfin compris une leçon difficile. Je ne lui manque pas, Sylvie. Mon utilité lui manque. Il y a une différence cruciale. Elle n'a pas répondu, mais j'ai vu dans ses yeux que mes paroles avaient atteint une part de vérité qu'elle commençait également à soupçonner. Après le départ de Sylvie, je suis resté là, à regarder la vie lyonnaise couler autour de moi, des étudiants avec de lourds cartables, des couples se tenant la main, des personnes âgées nourrissant des pigeons. J'ai pensé à Madeleine et à la façon dont, ironiquement, ces dernières années bien que dévastatrices à bien des égards m'ont donné une leçon de vie que je n'oublierai jamais, l'importance de valoriser mon temps, ma propre existence. Philippe a peut-être cru m'avoir détruit ce jour-là au cimetière lorsqu'il a décidé que je n'étais plus nécessaire. Il ne s'est pas rendu compte qu'en me libérant du rôle qu'il m'avait assigné pendant des années, il m'avait aussi libéré pour redécouvrir qui je suis vraiment. Certains me demandent si cela en valait la peine, les 10 années de soins, le mariage qui s'est avéré être une imposture, l'humiliation ultime. Je réponds oui, non pas parce que j'accepte la façon dont j'ai été traité, mais parce que la valeur d'une expérience ne réside pas seulement dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous devenons grâce à elle. Aujourd'hui, alors que je corrige les devoirs de mes élèves dans mon bureau ensoleillé, avec un verre de Beaujolais à mes côtés et du smooth jazz en fond sonore, je sais que le respect de moi-même que j'ai retrouvé vaut plus que n'importe quelle compensation financière que j'ai reçue.
peut-être qu'un jour je répondrai au mail de Philippe et accepterai ce café. Non pas pour raviver le passé, mais pour lui montrer et surtout à moi-même que j'ai survécu. Que je me suis épanouie. Que j'ai transformé une histoire de tromperie et de sacrifice en une histoire de découverte de soi et de renaissance. Après tout, comme je le dis toujours à mes étudiants lorsque nous discutons des grands classiques de la littérature française, ce n'est pas la souffrance qui définit un personnage, mais la manière dont ils choisissent d'y réagir. Et j'ai choisi de réagir en construisant une nouvelle vie, une page à la fois. Claire Dubois, 58 ans, n'est plus seulement celle qui s'est occupée de sa belle-mère pendant 10 ans et qui a été abandonnée lors des funérailles. Elle est enseignante, écrivaine, voyageuse, finalement, maîtresse de son propre destin. Lorsque Philippe m'a demandé le divorce en ce jour gris au cimetière, il ne savait pas qu'il m'offrait le cadeau le plus précieux de tous, la chance de redécouvrir qui je suis sans les contraintes d'un mariage de convenance. Parfois je pense à Madeleine, à la façon dont elle aurait réagi si elle avait su que son fils envisageait de m'abandonner dès son départ. Une partie de moi croit qu'elle a toujours su même au plus profond de son esprit rongé par la maladie d'Alzheimer que notre mariage n'était pas ce qu'il semblait être. C'est peut-être pour cela que, dans ce rare moment de lucidité, elle m'a donné l'information sur l'appartement secret. Peut-être qu'à sa manière, il me protégeait. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de la sœur de Philippe, Élise, avec qui j'ai toujours entretenu une relation cordiale mais distante. « Tu étais plus une fille pour ma mère qu'aucun d'entre nous ne l'a jamais été », a-t-elle écrit. Et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. Ces paroles m'ont ému plus que ce à quoi je m'attendais. Pendant des années, j'ai cru que mes sacrifices n'étaient pas vus, n'étaient pas valorisés. Découvrir que quelqu'un l'avait remarqué, même s'il avait attendu si longtemps pour le dire, m'a apporté un sentiment de validation dont je ne savais pas avoir encore besoin. La vérité est qu'en faisant payer mon temps à Philippe, je n'exigeais pas seulement une compensation financière. Je déclarais que ma vie a de la valeur. Que mon temps, mon énergie, mon dévouement, tout cela vaut quelque chose. Que je vaux quelque chose. Voici mon message à tous ceux qui lisent cette histoire. Votre temps dans ce monde est la ressource la plus précieuse dont vous disposez. Ne le donnez pas gratuitement à ceux qui ne l'apprécient pas. Ne laissez pas les autres définir votre valeur. N'attendez pas d'avoir 58 ans, comme moi, pour découvrir que votre propre vie doit être votre priorité. Hier, à la sortie de l'école après avoir donné mon cours sur Victor Hugo, j'ai rencontré un ancien élève aujourd'hui médecin à l'hôpital Édouard Herriot. Il m'a invité à donner une conférence sur la littérature comme forme de thérapie pour les soignants de patients atteints de maladies neurodégénératives. Votre expérience est inestimable, Madame Dubois, dit-il. Inestimable. Le mot a résonné dans mon esprit toute la nuit. J'ai dû sourire devant l'ironie, moi qui accordais une valeur si précise à mes années de soins, je reconnais maintenant que la véritable leçon que j'ai apprise est, en fait, inestimable. Ce matin j'ai enfin répondu au mail de Philippe. Oui, nous pouvons nous rencontrer autour d'un café. Non pas pour revenir sur le passé, mais peut-être pour trouver une manière civilisée de reconnaître ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant. Je propose la boîte à café, jeudi prochain à 15h. Je n'ai qu'une heure de disponible, car je dois revoir les répétitions de la présentation de mes élèves de terminale. Claire. Je ne sais pas ce que cette rencontre va apporter. Je n'attends pas la réconciliation et je ne la recherche pas non plus. Mais il y a une certaine poésie à clôturer ce chapitre de ma vie dans une conversation apaisée, comme celle des adultes, avant de repartir définitivement dans des directions différentes. Finalement, j'ai pris soin de sa mère pendant 10 ans. Lors de ses funérailles, il a demandé le divorce. Ma réaction l'a laissé paralysé. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la façon dont cette histoire a commencé, mais la façon dont je choisis d'y mettre fin, avec dignité, avec un but et en sachant que les prochains chapitres de ma vie seront entièrement écrits par moi. Et cela, mes amis, n'a pas de prix. Et ainsi mon histoire se termine, mais la vôtre continue. Qu'est-ce que ce voyage a éveillé en vous? Que feriez-vous à ma place? Partagez dans les commentaires votre propre histoire de renaissance ou le moment où vous avez décidé de valoriser votre propre chemin.
Chaque commentaire est une main tendue vers quelqu'un d'autre qui vit peut-être la même chose en ce moment. Et si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui révèlent la force que nous découvrons quand nous nous y attendons le moins. Parce que, comme je l'ai appris, il n'est jamais trop tard pour réécrire la fin de notre propre histoire. À la prochaine fois.